Ils veulent qu'on recule. Ce n'est pas le moment de faire ton arménien froussard, Alant. Ne te conduis pas en petite turque insolente ces jours-ci. « 10 jours ne s'étaient pas écoulés que mon ami fut abattu de 3 balles dans la tête. Nous étions le 19 janvier 2007. Après son assassinat, plus de 500 000 manifestants scandèrent « Nous sommes tous arméniens, nous sommes tous Hrant Dink !» Pour la première fois dans l'histoire turque, les gens se rassemblaient pour un Arménien. Pour la première fois depuis le génocide, de jeunes Arméniens intégraient un mouvement lancé par une poignée de militants afin de briser un silence vieux d'un siècle. Tu n'as pas quitté ton pays, mon amour. Avec ces derniers mots, Raquel Dink s'adressait à son mari, mais aussi aux amis de Hrant. Rien ne se fera, mes amis, sans sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. Rien ne se fera, mes amis, sans sonder les ténèbres qui font d'un bébé un assassin. Je m'appelle Pénar Selek. Je suis turque et stambouliote. Alors que j'ai grandi dans un milieu exempt de la maladie nationaliste, ce n'est que très tard que je me suis confrontée à la question de l'extermination des Arméniens de Turquie en 1915. Assise sur le banc des témoins, je ne sais pas qui est juge ou procureur, mais je prends la parole devant l'obscur mécanisme de l'histoire. Le témoignage d'une féministe antimilitariste qui a eu maille à partir avec l'État ne réparera sans doute aucune injustice. Mais pourra-t-il au moins en faire reculer d'autres? Quoi qu'il en soit, la lutte pour la justice n'est pas une victoire ponctuelle. Elle ouvre un processus de réflexion et de repositionnement. Je l'ai moi-même vécu à travers ma propre histoire. Pourquoi vous l'appelez madame? Je me souviens encore du regard de ma mère, étonnée, un peu égarée. Nous étions dans sa pharmacie, madame Nayat venait à peine d'en sortir. Elle y passait chaque jour pour faire vérifier sa tension. C'était un prétexte, évidemment. Les gens venaient là pour s'informer de ce qui se passait à Istanbul et même dans le monde. Parce qu'elle est arménienne. Parce qu'elle est arménienne? Parce qu'elle est arménienne. Ma vie durant, cette phrase résonnerait en moi. Mais à 6 ans, ce qui m'intriguait était ce mot « madame ». Madame. Je savais bien que c'était pas du turc. On appelle les femmes musulmanes Hanem. Aïssa Hanem, Fatma Hanem, Ayla Hanem, Pénar Hanem. Et c'était pas non plus un mot arménien. C'est du français. Est-ce que madame Nayat parle français? Je ne crois pas. Est-ce que les Arméniens sont des Français? Ça n'a rien à voir. On emploie ce mot pour les Arméniennes et pour les Grecs. Pourquoi? C'est comme ça depuis les Ottomans. Toutes les femmes chrétiennes, on les appelle madame. Bizarre. Madame, ça faisait étranger. Avoir une voisine qu'on appelait madame, ça voulait dire qu'elle était étrangère. Elles sont étrangères? Non, pas du tout. Les Arméniens étaient en Anatolie bien avant les Turcs, mais on veut rappeler par là qu'elles ne sont pas turques. Quelques mois plus tard, j'entrais à l'école primaire. Le matin de la rentrée,
J'avais à peine franchi le portail de l'école que je découvris un immense calicot tendu sur la façade. Heureux celui qui se dit turc. Madame Nayat n'était-elle donc pas heureuse ? Le 12 septembre 1980, un nouveau coup d'État donne le pouvoir à l'armée. Mon père est arrêté en même temps que des centaines de milliers d'opposants. Le serment d'allégeance qu'on nous fait réciter 2 fois par semaine à l'école me fait l'effet d'autant de coups de matraque. Que mon existence soit vouée à la nation, heureux celui qui se dit turc. « 1982. Le temps de la terreur. Des centaines d'opposants sont tués. Pas moins d'1 million de personnes subissent les interrogatoires de la police. Et en l'espace de 2 mois, les incarcérations se comptent par centaines de milliers dans le pays. Le régime traumatise durablement toute une génération. J'ai 11 ans et cela fait 2 ans que mon père est en prison. Chaque semaine, ma mère, ma petite sœur et moi allons lui rendre visite. Je suis en classe préparatoire au collège et lycée francophone Notre-Dame de Sion d'Istanbul. C'est étrange de me retrouver au lendemain du putsch parmi une trentaine de filles issues de la haute société. Des gamines obnubilées par les marques et dont l'unique intérêt pour la politique est leur fascination pour le dictateur au pouvoir. Dans notre classe se trouvent 2 camarades juives et 4 arméniennes. Il y a aussi une Nayat. Plus tard, ses voisins l'appelleront-ils madame ? Après tout, n'est-ce pas normal que ces filles vouées à être appelées madame apprennent le français ? 4 ou 5 filles issues de familles d'intellectuels turcs étaient avec moi. Nous nous sommes rapidement rapprochés. Pas avec les juives ni les arméniennes et encore moins avec celles obsédées par les marques. Rien qu'entre élèves passionnés de poésie. À cette période, détenir un recueil d'Aragon ou d'Éluard constituait un délit, confiné au communisme. Comploteur, collabo, traître, ennemi de l'intérieur, assassin. Tous les enseignants de gauche étaient en prison. Et dans les écoles étrangères, les professeurs d'histoire, de géographie, de sécurité nationale et de littérature étaient soigneusement choisis parmi les Turcs les plus nationalistes. Je me remémore des caricatures, des marionnettes, de pauvres pantins qui pouvaient mener la vie dure aux enfants, nous obligeant à réciter les discours absurdes du régime militaire. Qui sont les ennemis de l'intérieur ? Et c'est de l'étranger. Les cocos, les communistes, les terroristes et les Arméniens sont les ennemis des Turcs. Les Turcs avaient beaucoup d'ennemis. Les mots étaient interchangeables. Depuis le coup d'État, tous les démocrates avaient été déclarés communistes. Tous les communistes arméniens, tous les Arméniens terroristes. D'après les livres que nous devions apprendre par cœur, ligne après ligne, le diable, nommé arménien, était l'éternel ennemi du turc, la force occulte dissimulée derrière les communistes. Et l'injure bâtard d'arménien tenait le haut du pavé parmi les insultes les plus populaires. Arménien.
Le vieillard en uniforme qu'on supportait patiemment à la télévision tous les soirs déformait le mot, l'étirait, à loisir, les yeux tantôt plissés, tantôt exorbités. En cours, les professeurs fantoches répétaient ces paroles en hurlant comme pour nous intimider. Je brûlais d'envie d'attraper par le collet ces enseignants au visage glacial paradant parmi nous. Tout poussait mon cœur à la révolte, ou plutôt le sang fougueux de mes 13 ans. La violence à laquelle j'assistais chaque semaine devant les portes de la prison, les vers des poètes que je croisais au parloir, les histoires que racontait ma mère ou les amis qui venaient chez nous. Je voulais agir. En classe, ma main était toujours levée. Autant que mes mots le permettaient, je parlais d'égalité, de liberté, de paix. Et de temps à autre, j'osais même prononcer les mots capitalisme ou fascisme. Les caricatures me fixaient comme si j'étais une vilaine communiste. J'en avais parfois assez d'être la rebelle de la classe. Je me cherchais des complices. Je me disais que je devais me rapprocher de celles et ceux que les fantoches insultaient, qui poussaient le dictateur à sortir de ses gonds, que je devais prendre leurs mains et les poser sur mon cœur, glisser dans ses mains tous les poèmes en bouquet. Il fallait que nous devenions amis. Ensemble, nous devions arracher le képi du dictateur et le jeter à terre. Mais enfin, pourquoi ne répondait-elle pas aux insultes? Rien. Des filles studieuses et sages qui mangeaient des sandwichs apportés de chez elles. Et le pire était que nous nous habituions à cette image de l'Arménien froussard. Je m'habituais alors que je savais que le dictateur, la télévision, les professeurs débitaient des mensonges. Alors que j'avais entendu parler du génocide et que j'avais une certaine complicité avec telle madame ou tel monsieur fréquentant la pharmacie de ma mère. Allez bien, t'as qu'à faire du stop avec nous. Un jour, à la sortie du lycée, une de mes camarades discrètes a raté sa navette. Allez, nous aussi on fait ça en cachette de nos familles. C'était interdit et comme nous étions en uniforme, nous risquions le conseil de discipline. C'est pas à cause de ma famille. C'est parce que t'es boursière. Personne n'est allé au conseil de discipline pour ça, t'en fais pas. C'est parce que je suis arménienne. Personne ne comprit. Mais comme par magie, ces mots nous firent taire. Elle avait des yeux noisettes. Un regard embué qui me fixa avant de se perdre au sol. Me croirez-vous si je vous disais que j'ai oublié son prénom? Que devient-on lorsqu'on oublie? On s'habitue au mal. Je m'habituais à ce que les Arméniennes ne fissent pas de bêtises. Les Arméniens ne pouvaient pas être des ennemis de l'intérieur et encore moins des hors-la-loi. Ils étaient dociles. Ma mère avait raison. Ce qui était écrit dans les manuels était mensonger, j'en étais témoin. Témoin? Moi, j'étais pas comme elle. Moi, je collais des affiches. J'allais voir mon père en prison chaque semaine. Je contestais les professeurs. Je portais les sanctions du conseil de discipline comme des médailles sur le revers de ma veste. Je faisais entrer des livres interdits dans l'école. Je lisais des poèmes. Je faisais du stop. Je fumais. Heureuse celle qui se dit.
Je suis un rebut de l'épée, moi. Madame Tallien était une femme douce et affectueuse qui avait souvent aidé ma mère. C'était une habituée de la pharmacie, je la connaissais depuis toujours. Un rebut de l'épée? Rebut évoquait la saleté, les déchets, les carcasses et les peaux d'animaux que les prédateurs laissent après avoir dévoré leur proie. Et lorsque l'épée se met de la partie, comment ne pas penser aux mains qui la brandissent? Des scènes de massacre. C'étaient des mots effroyables, mais tout le monde s'en servait. Elle m'a raconté son histoire et montré sa cicatrice sous son chemisier blanc brodé. Je la regardais encore. Et ce n'est pas seulement le génocide vieux d'un siècle que j'y vis, mais l'anéantissement accablant notre présent. La famille de Madame Tallien s'était mise à l'abri à Istanbul. Mais jusqu'à quel point? Au lendemain de la Première Guerre mondiale et malgré le traité de Lausanne qui protégeait les minorités non musulmanes du pays, l'État ne leur avait pas permis d'être des citoyens comme les autres. Il les avait opprimés. Ils étaient devenus un fardeau, indésirable dans leur pays. C'est un châtiment terrible que d'obliger un assassin à vivre avec les descendants de ceux qu'il a décapités, de croiser sans cesse leurs regards. Même si, contraint et forcé, le coupable s'y résigne, il fera tout pour se débarrasser des descendants. L'épée est toujours là et ne fait que changer de main. Les mains qui s'en emparent se renouvellent sans cesse, comme les serments de fidélité, les allégeances que l'on prête. Personne, évidemment, n'ose plus la dégainer. Les temps ont changé. Il est désormais exclu de passer les Arméniens au fil de l'épée. Mais il y a 1000 manières de tuer. Nous avions un joli café à Kumkapı, sur la rive européenne d'Istanbul. Notre pharmacie, notre maison et la sienne, se trouvent aujourd'hui sur la rive asiatique de la ville. Et le soir, avec les voisins, nous mangions du poisson grillé. Et c'était un autre continent, un autre quartier, d'autres voisins, une autre histoire. Si tout était si beau à Kumkapı, alors pourquoi partir? Ils nous ont pris notre maison et notre café. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'impôt sur le patrimoine nous a tout pris. Il y a 1000 manières de tuer. Le nettoyage des rebuts avait continué. Sa sœur et ses 2 frères aînés avaient résisté pendant 15 ans et puis ils avaient émigré en France. Madame Tallien, elle, avait tenu bon. Elle avait changé de quartier, de continent même, mais elle n'avait pas abandonné Istanbul. À la mort de son père, elle s'était retrouvée seule avec sa vieille mère. Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne s'était pas mariée. Je ne sais pas si elle a même jamais été amoureuse. Elle ne m'a rien dit. Je veux partir, moi aussi.
Plus rien ne me retient ici. Vais-je passer ma vie à veiller les morts? Des crânes, des bras coupés, des odeurs pestilentielles, des veillées funèbres. Ses yeux pudiques étaient braqués sur moi. Pouvait-on raconter de telles horreurs à une si jeune fille? Tu as bien fait, Madame Taline. Grâce à toi, j'ai commencé à m'interroger, à chercher des réponses dans les livres. Ma première déception fut l'absence de toute trace du génocide dans la littérature turque de cette période. J'ai eu beau chercher une parole, un vers, un mot, une allusion, je n'ai rien trouvé. Turcs et Kurdes, poètes, nouvellistes, romanciers en vie à l'époque, avaient-ils tous perdu la parole? Comment était-ce possible? Un poète n'est-il pas toujours révolté? Et les bardes qui, dans tous les coins d'Anatolie et de Mésopotamie, conversaient avec la terre, les êtres, les arbres et les fleurs, loin du sérail et des militaires, n'étaient-ils pas libres? Où était passée leur langue? Ces eaux engloutissant les enfants et les vieux, ces vents balayant tout un peuple, avaient-ils aussi anéanti leurs paroles? L'horreur peut rendre la poésie impossible. Ta langue se pétrifie, ton cri se fige, les mots deviennent insignifiants. Reste le silence. Même les oiseaux peuvent avaler leur chant. On assassinait aussi ces derniers. Des milliers d'activistes étaient torturés ou forcés à l'exil. Dans la période la plus sombre de l'après-12 septembre, je parlais comme bon me semblait. Je poussais les autres élèves à venir aux manifestations. Je voulais être un obstacle, si petit fut-il, au fascisme. Je roulais même des mécaniques. Je n'avais pas la prudence et la sagesse qui m'avaient tant frappée chez mes camarades arméniennes. Je n'étais pas arménienne. Être arménien en Turquie, c'était déambuler sans révolte sur des avenues baptisées du nom des gouvernants responsables du génocide. C'était prononcer le nom de l'assassin de son grand-père ou de sa grand-mère en s'échangeant une adresse. Dans ma famille, l'allégeance à la gauche interdisait la moindre allusion aux appartenances ethniques. On ne parlait jamais des contrées d'où nos grands-parents étaient venus, ni des mélanges opérés. Être stambouliote, c'était de toute façon porter en soi un peu de Balkan, un peu de Caucase et un peu d'Anatolie. Mais je n'étais pas arménienne. Être arménien en Turquie, c'était hésiter à parler à haute voix dans la rue, faire la sourde oreille aux insultes, se dissimuler pour exister. Je connus mes premières gardes à vue. Mais je n'étais pas seule. Il y avait des milliers de jeunes comme moi. Tout devenait plus facile quand on se sentait appartenir à un grand mouvement de résistance. Mais je n'étais pas arménienne. Je ne pouvais même pas imaginer ce qu'est s'effacer. Encore moins périr. Même si mes origines ethniques avaient été fortement mélangées, je me situais dans l'identité turque dominante. La nation que nous essayons de défendre est composée de différentes communautés musulmanes. Heureux celui qui se dit turc. Atatürk n'éprouvait pas la nécessité de s'en cacher. Il avait considéré les musulmans comme une composante de la nation. Cette nation fondée sur l'élimination des chrétiens et l'accueil en Anatolie des communautés musulmanes du Caucase et des Balkans. Heureux celui qui se dit turc. Et si, à travers 1000 variantes de slogans, on te rappelle chaque jour que tu es le maître des lieux, une cuirasse d'assurance enveloppe ton âme, l'armure du maître de maison. Je ne peux mentir. J'ai porté cette armure.
Amlarımda gözyaşım dökülürken gözümden çektiğim acıları yaşıyorum yeniden. Bir kurunu sık sevdim, o beni izlemiyor. Köleleri ana verdiğim öldü geri vermiyor. Bir kurunu sık sevdim, o beni izlemiyor. Köleleri ana verdiğim öldü geri vermiyor. Elim kolum benimmiş, çaresizim ararım. Uçanımdan sen verdin, benden almak kim istiyor? Uçanımdan sen verdin, benden almak kim istiyor? Je suis une fille d'Istanbul. J'apprends ces rues depuis mon enfance. Chaque pierre, chaque édifice parle même à ceux qui ne savent pas lire. Mais mon Istanbul est discrète. Du jour où je me mis à discuter vraiment avec Madame Taline, je pris conscience que ma ville avait perdu sa voix. J'ai pris le bateau pour Kumkap. Longtemps j'ai cherché la maison où elle avait grandi. Leur joli café. Dans quelle école allait-elle enfant? Où mangeait-il du poisson grillé? J'ai essayé d'imaginer comment les Arméniens stambouliotes avaient pu survivre pendant le génocide. Oui, c'était bien ça. Ceux et celles qui avaient pu échapper à l'épée s'étaient terrés dans Istanbul. Ma ville avait été la tanière des rebuts de l'épée. Une tanière choisie. Choisie par le 9e bureau de la République. L'Anatolie doit être nettoyée des Arméniens. On peut les déplacer à Istanbul. Il sera alors possible de contrôler leur croissance démographique. Les vestiges de ma ville étaient couverts de brume. Les noms grecs ou arméniens de ces rues et de ces enseignes avaient disparu. Ma ville, désertée par ses anciens habitants, était pleine de grottes souterraines. Dans ces rues, j'ai cherché la trace des drames qui s'y jouaient. En l'écoutant, j'ai senti sa lassitude, le poids du secret sur une mémoire interdite. Au fur et à mesure des années, et à force de la chérir, je compris que mon Istanbul n'arrivait pas à tout dissimuler. Accompagnée de murmures imperceptibles, fille égarée dans une ville perdue, j'errais longtemps sur les traces d'une justice absente. Mais il était interdit de s'égarer ainsi. Septembre 98. Cela fait 2 mois que je suis en prison. Mes cheveux tombent à cause des décharges électriques que l'on m'inflige. Je n'arrive plus à mouvoir mes bras ni mes doigts, abîmés par les nombreux passages à l'estrapade. Dans tout mon corps, je sens les séquelles de la torture comme des épines glissées sous ma peau.
Je ne suis pas seule. Je suis entourée de centaines de femmes passées par d'autres tortures. Avec toute notre imagination et toute notre volonté, nous nous efforçons de rejoindre la lumière. Et nous y arrivons. Des lettres nous parviennent, d'amis, d'innombrables inconnus qui témoignent leur solidarité. Un jour, je reçus une lettre différente et mystérieuse. Elle était signée « Un bien vieil ami » et parlait de la vie de Jésus. Son auteur ne laissait entrevoir aucune lumière sur lui-même. Sa lumière était celle de Jésus en qui il croyait de tout son cœur. Un feu où la souffrance se mue en résistance. Et ce vieil ami voulait réchauffer de ce feu une femme emprisonnée qu'il ne connaissait pas. Je reçus 2 lettres par semaine de cet homme. Toutes racontaient la vie de Jésus, les souffrances qu'il avait endurées, la lumière qu'il répandait. J'ai bu chacune de ces lettres comme on déguste un grand cru. Leur saveur est encore sur mes lèvres. Deux ans et demi après mon incarcération, je fus libérée. Les semaines qui suivirent, je courais d'un endroit à l'autre, comme une assoiffée tout juste sortie du désert. Tu n'as plus d'adresse ou recevoir de lettres? Il avait près de 80 ans. Des cheveux blancs, la voix cassée, des sourcils arqués, des yeux rieurs. Mon oncle Michan, gardien et sacristain de l'église des 3 autels, hôte de tous les visiteurs. Il était le benjamin d'une famille arménienne. Le reste de sa famille était disséminé à travers le monde. Il me raconta son immense solitude. Il me parla longuement des lettres envoyées vers des pays lointains, des adresses erronées, des courriers retournés à l'expéditeur. Il ne reste peut-être personne de chez nous. Nous volions ainsi quelques heures de bonheur, un verre de vin à la main, dans la cour de l'église. Avec le temps, les minutes s'étirèrent en heures. Je ne peux dévoiler les secrets que nous partagions. Je peux seulement dire qu'en l'écoutant, j'eus honte. Honte de ne pas avoir pleinement conscience de ce qui se passait tout près de moi. Un jour, il me rendit visite dans les locaux de la coopérative féministe Amargi. Lorsqu'il vit de jeunes arméniennes parmi nous, il les enlaça avec un sourire inquiet. C'est étrange que cette inquiétude ne m'ait pas échappé. Mais plus étrange encore que je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir, de faire le lien entre toutes les images gravées dans ma mémoire. Sans doute n'avais-je pas le temps. Les mois passèrent comme l'eau qui coule. Cela faisait presque 1 an que j'étais libre et perdue. As-tu le temps de prendre un café avec moi, ma fille? Par une matinée douce, je le rencontrai place Taksim.
Nous commettons peut-être une erreur. Ce n'est pas bien pour toi qu'on nous voit ensemble, cela pourrait te nuire. À ce moment-là, on parlait souvent de moi dans les journaux, du procès en cours, mais aussi de mes initiatives en faveur de la paix et des libertés. Cela pourrait te nuire, avais-tu dit? Mais enfin, comment aurais-tu pu me nuire, toi, seul au monde, pauvre, âgé, malade? Je suis arménien, alors. Et si l'on racontait que je suis la force cachée derrière toi, que c'est moi qui te manipule, il ne faudrait pas qu'il te cherche des ennuis à cause de moi. Oh, laisse tomber. Que tu viennes à l'église, ou que nous marchions ensemble dans les rues, c'est pareil. Ils savent tout. Ils surveillent tout. Advienne que pourra. Ce regard-là me suivait encore lorsque, peu de temps après, je parcourais le chemin de l'église des Trois Autels au cimetière. Et pendant que je pleurais devant son cercueil, une phrase résonnait en moi. Je suis arménien, alors. Sujet imposé, le génocide arménien est une imposture. Titre: emporté par les vents, englouti par les eaux. Consigne:
que les Arméniens d'Anatolie n'ont pas été exterminés. École primaire, 10 juin 2003. Pour commencer, rappelons qu'il n'y a pas eu de massacre d'Arméniens dans notre pays. En tout cas, je ne les ai pas vus personnellement. Je n'ai jamais eu d'amis arméniens et, d'ailleurs, je n'en aurais pas voulu, ils sont tous radins. Et ça, c'est notre professeur d'histoire qui nous l'a dit. Lui, c'est un monsieur très cultivé qui connaît beaucoup de choses. Mais qui étaient les Arméniens? Comment vivaient-ils? Personne ne le sait vraiment. Ils étaient peut-être une sorte de Guliabanis ou d'autres créatures du même acabit, comme nous le racontaient nos aïeux. Moi, rien qu'à entendre le mot arménien, j'ai peur! Et heureusement qu'ils n'existent pas. S'ils existaient, ils nous dévoreraient tous, d'après notre professeur d'histoire. Les Arméniens seraient tous des terroristes. Ils auraient voulu nuire à l'unité du pays, et maintenant ils essaient de monter les Turcs les uns contre les autres, en prétendant qu'un génocide a eu lieu. J'ai interrogé mes parents à ce sujet, mais ils ne m'ont rien dit. Mon grand-père non plus. Il s'est mis en colère quand je lui ai posé la question. Qui t'a parlé de ça? Les Arméniens n'existent pas et que je n'entende plus jamais ce mot dans ta bouche. Alors moi, lorsque je terminerai cette rédaction, je ne prononcerai plus ce mot. Le village natal de ma mère appartenait aux Arméniens. Et c'est elle qui a laissé échapper cette histoire. Je lui ai dit, mais vous n'aviez pas peur de vivre là-bas? Et si leur fantôme vous avait dévoré? J'ai eu droit à une bonne gifle. Ma mère ne me frappe jamais parce que, justement, elle n'est pas arménienne, mais lorsqu'on aborde ce sujet, elle s'énerve. Son grand-père aurait émigré dans ce village après un long voyage. Il paraît qu'à son arrivée, l'endroit avait été abandonné depuis longtemps. Qu'il n'y avait aucune trace, ni d'Arméniens, ni de quiconque. Ce sont les Hittites qui sont arrivés. Et ça, c'est écrit dans nos livres d'histoire. Et puis ensuite, les Seldjoukides, puis les Ottomans, et enfin, notre République. Et les Arméniens, alors? Ils auraient tous disparu. S'ils n'ont jamais existé, bien sûr. On les rencontre dans certaines légendes pour effrayer les enfants, mais en grandissant, on se rend compte que ce ne sont que des histoires. Nous ne les avons pas tués. Les Turcs ne feraient pas de mal à une mouche. Et c'est vrai, ils ne savent même pas manier les armes. Les Turcs clament souvent « paix dans la patrie, paix dans le monde » et tendent la main vers les autres. Pourquoi auraient-ils tué d'autres gens? Les Turcs sont honnêtes, travailleurs et confiants. Heureux celui qui se dit turc. Et les Arméniens alors? Emportés par les vents, engloutis par les eaux. Ce récit vous a choqué? Moi aussi, j'ai été indignée quand en 2003, le ministre de l'Éducation nationale tenta d'imposer à tous les directeurs d'écoles primaires l'organisation de débats et la rédaction de témoignages prouvant que la Turquie n'avait jamais exterminé ses minorités. À ce moment-là, je n'étais plus une élève sous la coupe de ses professeurs, je tenais une rubrique dans un quotidien. J'ai donc profité de ce petit coin de libre expression pour écrire cette rédaction. Déjà, je voulais suggérer une réponse. Les Arméniens ont-ils été emportés par les vents, engloutis par les eaux? Je suis Randink. Je voulais faire ta connaissance. Il avait de larges mains dont je me souviens bien. Des yeux embués, même lorsqu'il riait. Et costaud. C'était la première fois que je voyais un Arménien aussi confiant. Un homme refusant de se cacher, audacieux, fougueux, optimiste. Les gens comme nous doivent se tendre la main. Je connaissais de nom le fondateur d'Agos, premier journal arménien bilingue de Turquie, édité en turc et en arménien. Créé en 1996, il débattait aussi bien des problèmes de la communauté arménienne, de la question kurde, de la pauvreté que de la liberté d'expression. Il avait réveillé le milieu militant, bousculé un système pétrifié. Ne cédant jamais ni à la violence, ni au nationalisme, il avait redonné vie au visage inerte, invisible et sans voix. Où sont les Arméniens? Cette interrogation permit à d'innombrables Arméniens islamisés de force de sortir de l'ombre.
De nombreux Turcs et Kurdes osèrent dévoiler que leurs grands-parents ou tel membre de leur famille étaient en vérité arméniens. Je n'arrivais pas à saisir où l'âme puisait cette force. La force de celui qui sait aller vers les autres, les rencontrer sans jamais se lasser. Notre rencontre m'ouvrit de nouvelles perspectives. Elle infléchit mon positionnement dans la lutte pour les libertés. Mais où sont donc ces Arméniens ? Pourquoi ne soutiennent-ils pas notre action ? Ne pouvais-je m'empêcher de penser de temps en temps. L'image avilissante de l'Arménien, insidieusement gravée dans mon esprit au lycée, ne me quittait pas si facilement. C'est là que mon chemin croisa l'unique collectif féministe arménien d'Istanbul, Haygin. Nous organisâmes de petites réunions destinées à des échanges d'expériences, à des exposés communs. Progressivement, nous comprenions avec stupeur comment le génocide, la déportation des Grecs et l'assimilation des Kurdes avaient homogénéisé, turquifié le mouvement féministe. Je cessais de demander où sont les Arméniens. Je pris conscience que les Arméniens étaient désormais très peu nombreux en Turquie, qu'on les avait presque réduits à néant. En 2003, nous avons organisé une action à grande échelle. Des quatre coins de Turquie, des femmes se mirent en marche vers Konya, au centre du pays, un baluchon au bras. Tout au long de leur périple, elles recueillirent les lettres confiées par d'autres femmes. Notre objectif était de démontrer que les femmes subissaient différents types de violences selon l'appartenance qui les distingue et de lancer un mot d'ordre commun de lutte. Chargées de milliers de lettres, des centaines de femmes se retrouvèrent à Konya.
L'une de ces missives avait été écrite au nom de Haigin. Sur les routes que vous avez traversées, nous existions autrefois. L'image altérée que j'avais des Arméniens se déchirait pour de bon. Rand, comment faire pour me débarrasser définitivement de mon identité turque arrogante? Insolente petite fille, là. Il me reprochait, comme souvent, d'agir trop vite, de ne pas regarder où je mettais les pieds. Une étrange plaisanterie commença alors entre nous. Insolente petite fille turque. Vas-y, Arménien Froussard. Nous tentions tous deux de nous défaire de nos identités préconçues. Nos histoires, nos origines sociales étaient bien différentes et cela influençait inévitablement notre façon de faire de la politique. Lui menait la sienne avec pragmatisme tactique. Et sans relâche, il invitait ses amis à avoir la même intelligence des situations. Hélas, comme beaucoup, je n'arrivais pas à répondre à cette invitation. En vérité, personne n'entendait personne. Pendant les manifestations, toujours identiques, des slogans 1000 fois répétés sortaient de ma bouche. Aujourd'hui, le souvenir de cette période est étouffant. Tout le monde étouffait, sauf les assassins. L'épée que je dénonçais dans ma rédaction finit par s'abattre sur Rant le 19 janvier 2007. Ouvrir le débat, quelle qu'en soit l'intention sur un tel symbole, est une atteinte à l'intégrité nationale et à la paix sociale. En 2003, il avait publié un article qui reprenait les allégations selon lesquelles Sabiha Gökçen, la fille adoptive d'Atatürk, serait en réalité arménienne et que ses parents auraient été tués lors du génocide. Vous le savez bien, les rues sont pleines de toutes sortes d'énergumènes. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faudrait faire un peu plus attention lorsque vous divulguez ce genre d'informations. Des photos de Lot firent leur apparition dans la presse. Il fut déclaré traître à la nation turque. Mais Rand ne s'arrêta pas là. Début 2006, il signa une série d'articles consacrés à la place qu'occupe le génocide dans la mémoire collective arménienne. La presse nationale en publia des extraits apocryphes ou tronqués. Il fut condamné à 6 mois de prison pour insulte à l'identité turque. Sa position non violente ébranlait tout le monde. Il devenait gênant. Le cliquetis des épées se rapprochait. Conscient d'avoir enfin été entendu, mon Froussard ami arménien haussa encore le ton. L'écho de sa voix se répercuta dans tout le pays. Ne fais pas ton arménien, Froussard! Rand est parti. Avec lui,
j'ai enterré l'arrogance. Cinq ans avant sa disparition, il m'avait fait un cadeau merveilleux. Il m'avait présenté Karine Karakache, journaliste et écrivain. Vous vous compléterez parfaitement, avait-il dit. À deux, nous avons continué à porter l'amitié de trois personnes, à vouloir porter le monde. Et puis c'est moi qui suis partie. Au printemps 2009, j'ai couru vers d'autres terres lointaines. Cologne, Durham, Paris, Strasbourg, Lyon, Nice. Mon amie ne m'a pas laissée seule dans cet exil. Elle est venue me voir dès ma première halte à Cologne. Il y a un nouveau vitrail à la cathédrale, j'aimerais beaucoup le voir. Tu as remarqué? Nous n'avons pas parlé de Rand aujourd'hui, mais il va réapparaître et jouer à l'enfant. Arrivés devant la cathédrale, nous nous figeâmes quelques minutes. Une immense banderole se déployait devant l'entrée. C'est moi qui fis de vous des amis. Nous étions comme des enfants à leurs premiers pas, ou deux vieilles femmes chancelantes. Ce n'est pas seulement Rand qui nous a rapprochés, mais le feu que nous avons traversé. À sa mort, il ne nous restait que des cendres. Dans le pays, tout œuvre contre nous. Tout nous oblige à nous taire ou à nous révolter de manière irréfléchie. Au milieu de tant d'hostilité, cela tient du rêve de pouvoir se parler, de vivre ensemble. Rand avait écrit et risqué sa vie pour poursuivre sa route avec les mêmes convictions. Il fallait partager ce deuil, relire toutes les pages sombres de notre histoire et se soutenir pour continuer. Il y a quelque temps, j'ai vu le regard triste de Karine à la télévision. J'aimais deux personnes au point d'en faire les amis les plus proches. Ils sont partis tous les deux. Maintenant, j'en suis réduite à parler d'eux pour eux et en leur nom. J'ai choisi des amis qui sont devenus mon malheur. Ma chère Karine, Rand refusait de nous quitter, refusait d'être emporté par la violence aveugle. Il est resté seul au milieu d'une pluie de balles. S'il n'avait pas été tué, si tous ces assassins avaient été arrêtés, serais-je partie? Qu'en dis-tu, Karine? J'ai tenu jusqu'à la menace d'un emprisonnement à perpétuité. Au-delà, je n'ai plus hésité une seule minute. Karine a continué. Avec Rand, comme avec moi. Jamais elle n'a dit « ce n'est pas bien pour toi qu'on nous voit ensemble. Cela pourrait te nuire. » Au contraire, elle a pris la tête de la puissante campagne menée pour me faire revenir d'exil. L'histoire qui nous rapprocha. L'incendie qui scella notre amitié, la solidarité qui fit de nous des sœurs, tout cela révéla une nouvelle génération. Menkajal misa Wagner Nenchen Bachi Manerune Potzan Kleritchen Parchi Menk der Pokrus mich Sivelen Kajin zu Kinchet Borlini Czenka Dushi Parchu Menk der Pokrus mich Sivelen Kajin zu Kinchet Borlini Czenka Dushi Parchu. Dans ma Turquie, les gens épris de liberté se tendent la main, même s'ils ne portent pas les mêmes blessures. À Kos, où la radio Norzartung, animée par de jeunes Arméniens, accueille des militants et militantes de différentes causes. Féministes, LGBT, pacifistes, écologistes, ethniques. Lorsqu'on milite à Istanbul et qu'on
navigue entre les deux rives du Bosphore pour participer à des réunions où l'on apprend à écouter les autres. Il devient alors plus facile de bâtir de nouveaux ponts. J'ignore comment cela évoluera, mais je sais qu'il existe une Turquie immuable et une autre que nous transformons et qui nous transforme. La première est celle qui m'a chassée. La seconde est celle qui m'attend à l'embarcadère. Quoi qu'on dise, la violence s'accroît. En Turquie et partout ailleurs, les politiques à l'œuvre ne nous laissent aucune prise sur les événements. La déferlante d'injustice, de violence et d'humiliation assombrit nos existences et nous nous résignons à l'impuissance. On accepte que la paix ne puisse être instaurée durablement que par la guerre. Et chacun veut graver sa propre vérité sur les montagnes, sur les mers ou dans le ciel. On essaie de conquérir la liberté par la force, alors qu'elle devrait se répandre par le dépassement de la violence. La lutte contre la répression est-elle condamnée à la violence? La politique et la liberté continuent-elles d'exister dans un contexte de violence extrême? C'est possible. Si l'on parvient à conserver sa faculté de juger et de prendre l'initiative, il faut essayer. Essayez encore. Gramsci disait « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. » Ma volonté a besoin d'être entretenue, prise à bras-le-corps. C'est pourquoi, lorsque la tristesse me submerge et que je désespère du genre humain, les paroles de Gramsci me viennent aux lèvres comme des chuchotements enchanteurs. Et chaque fois que je les évoque devant un auditoire, je vois se dessiner de grands sourires, des lèvres qui me disent joyeusement de continuer la lutte. L'individu se fortifie en côtoyant le pessimisme. Je suis désormais plus forte qu'à l'adolescence. J'ai compris que le monde ne peut changer en 2 jours. Les échecs, les errements, les recommencements ne m'accablent plus. Je ne me croise pas les bras en me demandant pourquoi certaines choses ne changent pas. Je prends ma part d'amour et d'étreinte. Travailler sur les questions kurdes ou arméniennes, par exemple, m'a fait comprendre que je franchissais une ligne rouge. Mais j'aime les lignes rouges. Elles te font savoir que tu es sur le bon chemin. Et je sais que nous sommes nombreux. D'innombrables personnes sortent victorieuses des impasses de la violence extrême. J'en suis témoin.
pense que à peu près tout le monde la connaît, mais tout ce que vous avez vu, c'est sa vie. Il y a rien qui a inventé, c'est toute sa vie, c'est tous ses mots, c'est toutes les choses qu'elle a vécues. Voilà, donc moi je suis très émue parce que, bah voilà, j'ai rien vécu. Alors je vous ai fait ressentir peut-être des choses, mais moi j'ai rien vécu, c'est tout elle. Voilà, alors voilà. Je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais je vous remercie beaucoup parce que vous avez donné la force à mes mots. Et vous avez donné une force à mes mots qui sort de moi, mais qui sont les mots qui viennent de loin. Et en nos mots, vous avez donné cette force. Et c'était une surprise parce que déjà, ils ne sont pas arméniens, ni turcs, ni grecs, ni kurdes, rien du tout. Suisse, 90, ils ont dit 90, vous avez entendu. Oui, mais c'est parce qu'elle m'a demandé de le faire tout à l'heure. Mais non, en général, ils le font, mais en France, ils font... On s'adapte. Ils essaient de s'adapter, mais... Et elle tombe dans un salon du livre, ce livre, et moi, je donnais une conférence, donc elle lit le livre, et à partir de ça, elle appelle Alexis, et elle dit qu'il faut mettre donc c'est vraiment par hasard que c'est passé. Et c'est quelque chose, c'est pour cela très très fort. Mais ce qui est important pour moi, j'ai vécu à travers ce spectacle, vous étiez très fidèle à tous les mots. Donc tout ce qu'ils ont dit, c'est ce que j'ai écrit. Il n'y a rien à ajouter. Mais étant si fidèles, ils ont créé une autre chose. Et plus beau que mon livre. C'est-à-dire, les mots prennent une autre forme et ça devient une autre œuvre. Et c'est très très fort avec la musique, avec l'expression humaine, ça devient une autre chose très très forte. Et merci vraiment.